Hello, je suis le docteur Steve Nemande et vous invite à parler de sexualité. Nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir le docteur Adel Checha, pédiatre endocrinologue à l'hôpital central de Yaoundé. Elle nous aidera à comprendre un peu mieux comment se font le diagnostic et la prise en charge des ambiguïtés sexuelles, encore appelées anomalies de la différenciation sexuelle dans le jargon médical. Quels sont les enjeux liés à ce travail et les besoins pour améliorer la condition des personnes intersexes? Écoutons-la. Je suis le docteur Checha Boudieu Adel. Je suis pédiatre endocrinologue exerçant à l'hôpital central de Yaoundé. Je voudrais d'abord commencer par dire ce que c'est que le sexe. Le sexe, c'est ce qui définit l'être humain, à être soit un garçon ou une fille. Et le sexe est défini tout d'abord génétiquement. Donc le garçon se définit par la présence d'un Y dans son karyotype, donc dans ses chromosomes. Donc nous aurons un karyotype de 46XY, c'est ça qui définit le garçon. Chez la fille, il n'y a pas de Y, donc nous aurons au karyotype 46XX. Alors chez le garçon qui naît avec un karyotype 46XY, qu'est-ce qu'on a à la naissance au niveau des parties génitales? Nous avons un pénis et nous avons 2 testicules dans les bourses. Chez la fille, nous avons un clitoris et nous avons 2 orifices, l'orifice urinaire et l'orifice vaginal. Quand il y a alors une ambiguïté, surtout chez la fille, nous allons voir que le clitoris augmente de volume et au lieu d'avoir 2 orifices, nous avons un seul orifice. Le garçon, lui, il aura un pénis qui sera petit et parfois on n'a pas des testicules palpés au niveau des bourses ou bien des testicules qui sont haut situés et l'orifice urinaire parfois n'est pas au bout du pénis qu'on retrouve chez des garçons normaux et se retrouve plutôt en bas. Donc la définition d'une anomalie de la différenciation sexuelle est celle-ci, c'est une insuffisance de masculinisation chez le garçon, donc chez celui qui a un karyotype de 46XY, et une virilisation excessive chez la fille, donc qui a un karyotype 46XX. Virilisation excessive, ça veut dire que le clitoris chez la fille a déjà la forme et la longueur d'un pénis. Et c'est ce qui n'est pas bon. Donc, à la naissance, nous avons l'obligation, tout personnel médical a l'obligation de regarder les organes génitaux externes et de ne pas s'empresser de déclarer le sexe aux parents tant que nous ne sommes pas sûrs que c'est une fille ou bien c'est un garçon. Alors, le diagnostic, tout d'abord, est fait à la naissance, mais il y a beaucoup de cas où nous passons à côté. Et ces enfants vont se présenter un peu plus tard à nos consultations, soit parce que la maman, à un moment donné, a remarqué que le pénis de son enfant reste toujours petit, ou bien à un moment donné que chez la soi-disant fille, nous avons des poils pubiens, nous avons le clitoris qui a augmenté de volume. Et il est important de noter que beaucoup d'enfants qui présentent ce qu'on appelle une hyperplasie congénitale des sérénales, donc qui entraîne, c'est une pathologie qui entraîne une virilisation excessive chez la fille. Beaucoup de ces enfants-là meurent en période néonatale sans que le diagnostic ne soit fait. Et les chiffres que nous avons dans la prévalence ou l'incidence que nous avons actuellement, c'est juste la partie visible de l'iceberg parce que beaucoup meurent dans les communautés par manque de connaissances, manque de sensibilisation sur le sujet. Donc, le diagnostic d'abord doit se faire à la naissance. Ça va nous éviter d'avoir ce taux de mortalité qui est élevé. Et aussi, le diagnostic se fait secondairement par des analyses biologiques
Vous voyez, donc il y a des examens qu'on demande, parmi lesquels le cortisol, la 17-OHP, on demande le taux de testostérone et des examens radiologiques également, notamment l'échographie, pour identifier quelle structure, quels organes génitaux internes nous avons. Parce qu'on peut avoir un patient devant nous qui a des organes génitaux masculins, entre guillemets, mais en faisant une échographie pelvienne, on retrouve un utérus ou bien on retrouve des ovaires, un utérus avec des ovaires. On peut avoir un patient qui a des organes génitaux externes féminins, mais on trouve à l'échographie les organes génitaux internes masculins. Vous voyez? Et l'examen qu'on réalise à la fin pour rechercher de quel sexe chromosomique il s'agit, c'est le karyotype qui coûte excessivement cher. C'est ça qui va nous aider à classer le patient si en sexe masculin ou sexe féminin avec une anomalie de la différenciation sexuelle. Ce que nous constatons en clinique, c'est que, étant donné que ces investigations coûtent très cher, nous, personnel médical, on ne peut que faire des suspicions. Et parfois, on administre un traitement par, un traitement par excès, parfois. Parce que si on suspecte, par exemple, une hyperplasie congénitale des surrénales chez la fille qui produit beaucoup de testostérone, de peur qu'elle ne continue d'être virilisée, on prescrit des médicaments. On donne des hormones pour baisser ce taux de testostérone. Et on attend souvent la période de l'adolescence ou bien de la période du jeune adulte pour, réaliser des chirurgies réparatrices de la partie génitale, mais là avec le consentement de l'adolescent, parce que avant on le faisait un peu plus tôt et il s'est avéré que souvent à la période adulte et même parfois de l'adolescence, le patient revient vers nous ou bien vers le personnel médical en disant « je ne veux plus de ce sexe, je préférais plutôt être le sexe que j'avais à la naissance ». Donc ça devient un défi à gérer avec les problèmes judiciaires que ça entraîne. Donc le volet thérapeutique, c'est la prise en charge médicale en donnant des hormones et secondairement la prise en charge chirurgicale qu'on essaye de faire. Bon, maintenant concernant la prise en charge chirurgicale, nous essayons déjà au Cameroun à le faire. C'est encore à son tout début et on espère que le plateau technique sera outillé dans l'avenir pour réaliser ces opérations-là. Je ne vais pas trop parler des conséquences, j'aurais plutôt dit des bienfaits de la prise en charge, surtout quand cette prise en charge est commencée très tôt. Vous voyez, je prends un exemple. Une fille qui est hyper virilisée, dont le clitoris est, je peux dire, comme un pénis, et qui est diagnostiquée très tôt en période néonatale et qui reçoit une substitution hormonale. Vous allez voir qu'elle va grandir comme tout enfant qui n'a jamais eu une anomalie, qui n'a pas d'anomalie de la différenciation sexuelle, sauf qu'au niveau des parties génitales, il y a une anomalie. Vous comprenez? Parfois, sous traitement, la taille du clitoris diminue, vous voyez, et puis elle grandit comme ça. Si vous n'allez pas bien regarder les organes génitaux externes, vous n'allez rien voir, vous ne saurez pas qu'ici, il y a une anomalie. Ça, c'est quand la prise en charge est commencée très tôt. Également, quand les parents sont mis au courant très tôt de la condition de leurs enfants, tout va bien. L'enfant est accompagné par les parents, par la famille, et
en période de l'adolescence, on explique à l'enfant parce qu'il est déjà en mesure de comprendre ce qui se passe. Donc s'il y a cet accompagnement précoce de cette anomalie, vraiment on aura beaucoup gagné. Mais si déjà on n'a pas posé le diagnostic un peu plus tôt et que la fille continue d'être virilisée, vous verrez qu'il y aura cette imprégnation cérébrale de la testostérone et elle aura des agissements masculins, vous comprenez, et c'est ce qu'on veut également éviter. Et à la longue, ça peut entraîner tous ces problèmes psychologiques, des suicides et tout le reste. Et c'est ce que nous voulons éviter. Donc, quand la prise en charge est faite très tôt, on gagne. Quel conseil je donnerais tout d'abord au personnel médical? Je vais encore revenir là-dessus parce que c'est très important. Tant que nous ne sommes pas sûrs du sexe du nouveau-né, ne pas le déclarer aux parents. Référer le patient au médecin généraliste ou au pédiatre qui saura quoi faire. Ce qui se passe, c'est que le généraliste ou le pédiatre réfère le bébé à l'endocrinologue pédiatre pour la suite des investigations. Maintenant, pour les familles, j'aime toujours dire aux parents, les parents, regardez toujours le sexe de votre enfant. Si votre enfant est un garçon, vous devez avoir les 2 testicules dans les bourses avec un pénis et un orifice urinaire au bout du pénis. Ça, c'est quand on est garçon. Concernant les filles ne doivent pas avoir de testicules. Le clitoris est petit. Nous avons 2 orifices, l'orifice urinaire et l'orifice vaginal. Alors, si nous avons un clitoris qui est très gros, avec un seul orifice, il faut faire attention. Si vous avez une fille qui a des masses rondes au niveau des grandes lèvres, il faut aller à l'hôpital. La prise en charge précoce permet de prévenir l'imprégnation cérébrale de la testostérone, permet de prévenir l'impact psychologique négatif qu'a cette maladie sur le patient. Donc, la prise en charge est précoce. Si les parents constatent que l'enfant a une anomalie, bien vouloir vous référer dans un hôpital de référence. À Yaoundé, nous avons l'hôpital central, nous avons la fondation Chantal Biya, le centre mère et enfant. À Douala, nous avons l'hôpital La Quintini, l'hôpital général. En tout cas, dans les services où se trouve un pédiatre, sont des services de référence de ces cas d'anomalie de la différenciation sexuelle. Et c'est très important. Et je vais encore dire, la prise en charge précoce est nécessaire et bénéfique pour le patient et sa famille. Je voudrais également dire que le diagnostic et la prise en charge de ces patients coûtent cher et la majorité des parents n'arrivent pas à suivre avec les investigations. Donc, je viens humblement auprès du ministère de la Santé et les autres acteurs politiques demander de l'aide afin qu'ils puissent accorder des subventions dans la prise en charge de ces cas-là. Parce que réaliser un cariotype, par exemple, qui coûte 250 000 à 350 000, ce n'est pas donné à tout le monde. Réaliser la 17-OHP, le cortisol, tout le temps, la testostérone, ce n'est pas donné à tous les parents. Et nous savons tous que nous vivons dans un pays à revenus intermédiaires. Donc, beaucoup de patients ne sont pas, comment je peux dire, diagnostiqués. Nous avons juste des suspicions de diagnostic et beaucoup ne sont pas pris en charge par manque de moyens financiers. Et le plateau technique n'est pas encore à la hauteur pour réaliser des chirurgies réparatrices des organes génitaux externes et même internes. Donc, je plaide vraiment que l'État camerounais
et spécialement, plus particulièrement, le ministère de la Santé puisse s'impliquer là-dedans en termes de subventions, donc en termes d'aide à ces parents pour poser précocement le diagnostic et prendre efficacement en charge ces conditions-là. Voilà pour cet entretien avec le docteur Chetcha que nous remercions. Je vais juste rappeler quelques messages clés qu'elle a bien voulu adresser au personnel de santé. Ne pas déclarer le sexe si l'on n'est pas certain. Référer le nouveau-né ou l'enfant vers un pédiatre en cas d'anomalie ou d'incertitude. Aux familles, bien inspecter les organes génitaux des enfants. Aller dans un hôpital de référence pour rencontrer un pédiatre si l'on a des doutes. Au gouvernement, attribuer des subventions pour un diagnostic et une prise en charge adaptée des anomalies de la différenciation sexuelle qui sont souvent onéreux et hors de la portée de nombreuses familles. Former le personnel de santé et équiper les centres de référence pour permettre un diagnostic et un traitement précoce de ces anomalies. Adopter des politiques qui serviront d'orientation aux professionnels de santé dans leur démarche. Pour rappel, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dans la résolution 552 adoptée en mars 2023, sur la promotion et la protection des personnes intersexuées, appelle les États parties à mettre un terme aux pratiques de normalisation génitale non consenties sur les personnes intersexuées, telles que les interventions chirurgicales, hormonales et de stérilisation qui modifient les caractéristiques sexuelles des personnes intersexuées, et garantir le respect des droits des personnes intersexuées à prendre leurs propres décisions en ce qui concerne leur intégrité corporelle, leur autonomie physique et leur autodétermination. Veiller à ce que toute action concernant un mineur intersexué soit menée avec autorisation parentale après une analyse médicale appropriée et dans le strict respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci encore de votre attention. N'oubliez pas de liker, commenter et partager nos vidéos. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un entretien avec un avocat sur les aspects juridiques et politiques de l'intersexualité. À très bientôt.